arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Et la lumière fut, après 6 mois de pause confinée, déconfinée, hésitation, tergiversation, éclairage... Et de retour. Ouais, yes. Bonjour à tous. Eh ben, sonnez, trompette, klaxon Voilà. et compagnie. Bon, alors je vois que l'oscillomètre là il s'affole, on va se J'allais calmer. dire, ceux qui vont écouter vont être un peu... Voilà, donc éclairage est de retour parmi nous après 7 mois avec presque une équipe au complet et donc une pensée particulière pour un membre qui manque. Puisque Bernard n'est pas parmi nous, alors soyons plus sérieux, Philippe. Bernard a été atteint par la Covid et il va bien, il est actuellement en convalescence. Et d'ailleurs, je propose qu'on lui dédicace cette émission. Si tu ne l'avais pas, je l'aurais pas fait, je l'aurais fait. Donc je crois que c'est un avis unanime. Bien. Alors c'est le seul sujet de l'émission sur lequel il y a une parfaite homogénéité d'équipe. Et une Soyons clairs. Unanimité, exactement. Parce qu'après, je pense que ça va partir peut-être en live. Non, on va démarrer. En live, non. Non, pas en live. Un des espoirs que j'ai, Philippe, c'est que justement, dans les divergences qui sont les nôtres, et dans un sujet qui peut être très polémique, voire amener à des colères pour certains, je me dis, essayons, à éclairage au moins, de nous écouter, de nous entendre, de nous respecter. Oh, ça c'est tout le temps. Mais effectivement, de ne pas être dans ce qui est trop présent dans notre société, c'est-à-dire de s'envoyer des anathèmes qui n'ont aucun intérêt. Alors justement, à propos d'anathèmes, je vais enlever le ana, et donc du coup, je reste sur le thème. Le thème, c'est que de chiffres par rapport à la pandémie. Donc concrètement, dans un contexte avec des nouvelles restrictions dans les zones qui passent en mode écarlate, je parle de Aix-Marseille, de Paris et sa petite couronne, et du coup, ça donne une occasion de bataille de chiffres. C'est le sujet du jour. Et derrière bataille de chiffres, il y a au moins 2 questions. C'est quels chiffres chacun met en avant et quelles interprétations on peut en faire. Et du coup, un des objectifs pour moi aujourd'hui, c'est comment se situer dans cette éventuelle bataille pour que ça ne se transforme pas en pugilat en tant que croyant. Voilà, avec aujourd'hui une maquette légèrement modifiée. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, j'espère que vous en apercevrez, puisque nous allons nous répartir davantage les différentes séquences entre nous, et avec une nouvelle séquence, les synthèses chrono en fin d'émission. Voilà, déjà, toute l'équipe, comment ça va, David ? Très bien. Yes. Très bien. Content de reprendre la discussion et l'écoute, comme disait Marc. Et voilà, en forme. Ok. Très bien, Nanita. Super contente d'être de nouveau dans cette émission et de pouvoir y aller. Ouais, on s'est fait des bisous tout à l'heure en micro. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Attendez, tout le monde est arrivé masqué, etc. C'est des bisous pour au moins, dans ce cas-là, pas terrible. Et Marc, comment ça va ? Écoute, ça va. Et puis effectivement, c'est bien que Éclairage puisse reprendre et que nous puissions avoir une année ensemble pour échanger sur les sujets de notre société, les sujets qui nous touchent les uns et les autres. Alors, pour éclairer notre audience, justement, puisque le thème c'est que de chiffres autour de cette pandémie, avec les batailles qui peuvent aller, est-ce que les uns et les autres, vous avez un chiffre en particulier par lequel vous aimeriez démarrer pour dire, tiens, moi j'ai choisi tel indicateur et j'aimerais bien faire un zoom sur celui-ci parce qu'il me tient à cœur et parce que je trouve qu'il n'est pas clair, ou au contraire, j'ai tout compris. Donc j'aimerais bien le partager. Voilà, David, un indicateur particulier ? Alors l'indicateur qui est particulier parce qu'il est le plus difficile et qui nous pose des problèmes depuis des mois, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire de savoir à quel rythme à combien de personnes une personne malade contamine. Et nous sommes face à un virus qui a toutes les caractéristiques pour nous balader, c'est-à-dire qu'il a des formes asymptomatiques, qu'il a une durée de contagion qui est silencieuse, dans laquelle on ne sait pas qu'on est malade, et donc au moment où on est malade, on a été contagieux quelques jours avant, et tout ça met le boxon pas possible sur un taux de reproduction qui vient de changer depuis le 24 septembre de mode de calcul. Voilà, j'y reviendrai si vous voulez. Tout à fait. Alors on fait un petit tour de table, donc le fameux R, je crois. Oui, c'est ça. Pour David, ton choix, Anita ? Alors, mon choix d'indicateur préféré, c'est celui que j'aime le moins.
qui est le taux en fait d'occupation des lits de réanimation. Ah, le pourcentage des lits en réanimation qui sont occupés par des malades de la Covid, c'est ça? Malades de la Covid. Je n'aime pas cet indicateur, ce qui me semble être un indicateur gestionnaire, mais en réalité, je pense que c'est celui qui, actuellement, au niveau de la décision publique, est déterminant. Absolument. Oh, ok, merci. Et Marc, il y a un petit sourire qui laisse... je souris parce que quand on a convenu que notre émission serait centrée sur les chiffres, je me suis dit, mais attends, les chiffres, quels chiffres? C'est la bagarre des chiffres, on n'y comprend rien dans ces chiffres, c'est une pagaille monstre. Alors, moi, je vais prendre un chiffre polémique. C'est le fait que, pour l'instant, dans tous les chiffres qui nous sont donnés, il n'y a pas plus de morts en 2019-2020 qu'il n'y en avait en 2018. Donc, c'est de se dire, aujourd'hui, dans quelle réalité nous vivons, dans quelle réalité nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on va nier la réalité du virus, mais quelles en sont les conséquences dans notre vie sociale, dans la réalité de notre mortalité aussi, puisque c'est ça qui fait peur à chacun. Alors Marc, excellent, parce que du coup, ça sera la question à ne pas poser, mais que je poserai quand même tout à l'heure. Faut-il intégrer dans les fameux chiffres qu'on manie, vous et moi, le taux éventuel de surmortalité, en tout cas sur les données que nous avons jusqu'à présent? Voilà pour ce tour de table. Et moi-même, si je devais choisir, j'ai ma petite liste d'indicateurs, ici, ça serait le taux de positivité. À ne pas confondre avec le taux d'incidence. En préparant l'émission, j'ai bien fait la différence. Waouh, je suis tout content. Le taux de positivité, donc, qui exprime le nombre de tests de personnes positives sur le nombre de tests réalisés. Vous me corrigez bien sûr à tout moment si jamais je dis des grosses conneries. Ok. On a tous notre CAP d'épidémiologiste aujourd'hui. Donc Alors, Anita, on y va. Juste, je voulais on est dans les faits et contexte. Hein. Oui, je sais, mais justement, nous avons oublié de citer la Guadeloupe, qui est également en zone d'alerte tout à maximale. Voilà. Donc, bonjour à nos chers amis des îles. Voilà. Nous sommes avec vous. Alors, on y va. Je crois que l'objectif de cette séquence, c'est vraiment de nous éclairer. Donc, on a déjà eu une définition du taux de reproduction avec un chiffre actuel donné par David. La surmortalité, Marc, on va patienter un petit peu puisque c'est le thème de la question à ne pas poser tout à l'heure. Tu as le droit d'avoir un deuxième chiffre, bien entendu. Et Anita, le pourcentage de lits en réanimation et moi-même le taux de positivité. Est-ce que dans cet inventaire des chiffres, il en manque quelques-uns que nos auditeurs ou ceux qui nous regardent ont l'habitude d'avoir, il me semble. Le nombre de dépistages qui devient un chiffre très à la mode. Alors c'est quoi ça, Anita? Juste, en tout cas avec la formulation que tu utilises. C'est les tests. Ah, le nombre de tests réalisés. Oui, ok, d'accord. C'est ça. Ouais. Le nombre de tests réalisés, le nombre de masques accessibles, le nombre de vaccins possibles demain. La frénésie des chiffres par rapport au coronavirus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, tu peux parler à la durée d'attente des résultats, etc. Et puis, le taux des positifs qui sont véritablement atteints avec des symptômes et les asymptomatiques, etc. La durée d'incubation entre 3 et 14 jours. On y reviendra. On y reviendra, je vous raconterai ma petite histoire, Anita. Et je rappelle que l'objectif, c'est d'éclairer notre audience, pas de la rendre plus confuse. Donc, quand même, il y a certains chiffres que vous et moi, on entend régulièrement. En plus de ceux que nous avons cités dans le tour de table, il y a évidemment le nombre d'hospitalisés, le nombre de personnes admises en réanimation. Donc, c'est pas forcément la même chose qu'à l'hôpital. D'accord. On peut aller à l'hôpital sans aller forcément dans la case réanimation, ce qui augmente du coup le chiffre choisi par Anita. Le nombre de décès, bien sûr. Le nombre de sorties d'hôpital. Le nombre de sorties d'hôpital. Le nombre... de convalescents. Combien de personnes sont en convalescence? Alors ça, je crois que c'est un nombre que du coup, on a du mal à calculer ou à connaître. Parce que les convalescences peuvent être assez longues. Oui, c'est un des articles d'ailleurs qu'on a étudié pour préparer cette émission, effectivement. Qu'est-ce qu'on a encore je crois qu'on a fait un peu... Bon, bien sûr, il y a le nombre de lits disponibles. Le nombre de lits en réanimation, je veux dire. Il y a un autre point qui est super important, c'est le niveau d'immunité collective. C'est-à-dire combien de personnes aujourd'hui sont plus ou moins immunisées, ont eu la maladie, après savoir combien de temps et dans quelle mesure elles sont immunisées, mais quelle façon la population a été touchée et bénéficierait d'une immunité qui bloquerait naturellement la maladie. Alors, un petit commentaire sur les chiffres que nous avons choisis les uns et les autres. Juste quand même, parce que je crois qu'on ne peut pas le dire, ce n'est pas le cœur de notre émission, mais c'est également les répercussions en chiffres sur notre économie, sur la réalité sociale de notre société, sur la réalité qui n'est pas propre à la France.
mais qui est propre à tout le monde, en fait, d'une certaine manière. C'est ce qui rend un peu exceptionnel cette pandémie, c'est que les répercussions, tant des chiffres liés à la maladie, que les chiffres dans ses conséquences économiques, dans les conséquences de l'évolution de notre société, sont là effectivement très frappants. J'ai vu notamment un article ce matin dans le journal Le Monde, comme quoi 1 million de Français et Françaises supplémentaires ont basculé dans la précarité et la pauvreté du fait des conséquences essentiellement artisans, commerçants, etc. Donc merci pour ce complément plus volet conséquences économiques que strictement sanitaires. Un commentaire du coup sur l'indicateur que tu as choisi, David ? Oui. Ou c'est bon, c'est clair. Oui, alors je peux juste un petit peu enrober par-dessus. C'est que ce sont des chiffres dont on manquait cruellement en février et mars, et où on a avancé complètement dans le noir jusqu'au réveil brusque. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas mesurer, on ne savait pas tester vraiment, on n'avait pas vraiment les tests, ou les tests qu'on avait, on ne les avait pas en assez grand nombre. Donc en fait, c'est que quand les gens ont commencé à déferler dans les hôpitaux, que là, on a vraiment vu l'ampleur de cette contamination qui quand même, c'est quand même assez incroyable, hein, c'est-à-dire qu'en janvier, on l'a pensé localisée encore en Chine. Un mois plus tard, elle déferlait sur l'Italie, c'est-à-dire qu'elle submergeait les services de réanimation fin février. Enfin, pas fin février, on voyait les morts avancer, et 15 jours après, on avait 500 morts, et voilà, et en France, voilà, c'est arrivé 15 jours après. Tout ça nous a manqué cruellement. Aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont imparfaits, mais qui sont là, c'est-à-dire qu'on mesure très tôt des choses. Donc, comme on les mesure très tôt, on les mesure à un moment où ils sont encore insignifiants, c'est-à-dire où ils n'ont encore aucun impact sanitaire ou économique et tout ça, mais qui sont des indicateurs que l'on doit suivre. Et ça, c'est toute la discussion qu'il y a eu cet été, de savoir est-ce que quand un indicateur progresse alors qu'il est très bas, il faut s'en inquiéter ou pas. Oui, parce que les conséquences, c'est dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois. Voilà, c'est ça. Et après, c'est toute la question de ce qu'est une progression exponentielle. Okay. Et moi, là-dessus, je suis passionné. Oui, d'ailleurs, le terme exponentiel, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'il est utilisé un peu à tort, à travers. Enfin, bon, bref, parce que pour moi, exponentiel, c'est vraiment... Alors, Anita, sur le taux le taux d'occupation des lits réanimés. Le taux d'occupation, tu as dit que c'était un chiffre un petit peu gestionnaire, c'est ça? Oui, enfin, qui correspond aussi à des gestionnaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est... et là, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'anticipation qu'on commence à connaître en disant, si nous avons tant de personnes qui sont déclarées malades, nous avons éventuellement tant de personnes qui risquent de rentrer à l'hôpital, et sur ces tant de personnes, nous avons un certain nombre d'elles qui risquent de se retrouver en réanimation. Or, c'est le problème de la limitation des salles de réanimation, des respirateurs, mais également de la qualification des personnels. Okay. Donc, essayer d'éviter de faire qu'il y ait trop de personnes qui rentrent, entre guillemets, en réanimation, et qui permet malgré tout de pouvoir continuer à soigner des personnes malades d'autres maladies. C'est l'enjeu des déprogrammations. Hein. Si vous voyez le terme déprogrammation, ça veut dire que d'autres opérations nécessitant une hospitalisation et ça ne se produit pas quand on est à 100% d'occupation. Ça se fait là, au niveau de 30-40%. Voilà, à Paris, ils sont à 40%. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est au-delà de 30%, j'entendais, qu'on commence à déprogrammer, et donc que ça a un impact sanitaire sur d'autres maladies que le Covid. Mais alors du coup, Auris est déjà un petit peu polémique. Le nombre de lits en réanimation depuis le déconfinement n'a pas beaucoup augmenté par rapport à aujourd'hui. C'est une info que j'arrive pas à trouver, ça. J'arrive pas à trouver ça. C'est-à-dire qu'on a refermé à un moment donné ces lits parce que ça occupe de la place. Et voilà. Et donc en fait, on avait des espaces Covid qui ont été agrandis pour faire face aux 7000 réanimations qu'on a eues en pic. Ouais. Et après, c'est redescendu. Et je crois qu'on a 5000 lits en réanimation en France à peu près. Hein. C'est pas le nombre de lits seulement. C'est les réserves de personnel qu'il faut mobiliser pour arriver, parce que un réanimateur, ça n'est pas un aide-soignant. C'est quelqu'un qui a une formation très particulière. Même un médecin, même un chirurgien ne peut pas être réanimateur. C'est une formation particulière. Et donc, pendant un certain temps, on a mobilisé, parce que c'était localisé en Alsace et à Paris, on a mobilisé des gens de la France entière pour venir, des gens qui ont passé 1 mois ou 2 mois dans un hôtel pour travailler. Hein. Merci à eux d'être venus en Alsace. Et voilà, et ces gens-là ont été mobilisés. Mais maintenant, comme l'épidémie est à un niveau plus bas, réparti sur toute la France, il faut aussi considérer qu'on ne va pas pouvoir emprunter les réanimateurs de toute la France. Alors je vois que le temps tourne. Sur cette question-là, quand même, je vais être encore polémique, mais... Sur cette question des chiffres, on ne peut pas nier non plus ce que la réalité du monde de la santé dit depuis de très nombreuses années. Tout à fait.
perte de lits, fermeture de lits, fermeture d'hôpitaux, diminution du nombre des personnes compétentes pour pouvoir travailler au sein. Alors aujourd'hui, le gouvernement dit on relance la machine. Mais que de pertes ces dernières années. Pourtant, je croyais qu'on avait la meilleure médecine du monde. Aujourd'hui, voilà, on a aussi le résultat de cela. Et c'est intéressant vraiment ce que dit David, c'est de dire à chaque fois, on essaie, avec le niveau de pénurie, d'adapter le mieux possible. On se dit, est-ce que c'est ça ? Prévoir, peut-être que M. Bayrou, dans sa planification à venir, réajustera les choses. Je sens de l'ironie. Ça serait peut-être un autre sujet, d'ailleurs, où va le budget de la santé, puisque si on regarde au niveau des pays européens, la France a un budget consacré à la santé qui est l'un des plus élevés. Bon bref, c'est un autre sujet, Philippe. Anita, et ensuite je commente le mien, et ensuite on passe à la confession, parce que je vois que je suis déjà en train de prendre du retard. Mais un peu de tolérance, ça fait 7 mois qu'on est un peu rouillé, yop. Par rapport à la question des lits réanimation, il me semble que la base de calcul est toujours celle de 2018. Donc ce qui démontre qu'effectivement, c'est pas de la création, c'est déjà un existant. Et dans le taux de positivité, donc pourquoi j'ai choisi moi tout à l'heure dans le tour de table, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver l'information sur les différents qu'est-ce que ça veut dire être positif. Donc la charge virale, je crois, c'est le terme. Voilà, on est positif, peut-être en trouvant même des fragments, des histoires de bout, alors que peut-être je ne suis pas contagieux, peut-être qu'on ne sait pas encore. Du coup, je suis un petit peu en colère parce que en fait, c'est quand même le chiffre le plus fréquent à la une des journaux. Je lis énormément la presse, c'est quand même le nombre de nouveaux cas. Avec le mot record à côté. 14 000 cas, un record. Cas au sens le nombre de tests positifs. Mais dans les positifs, il y a de plus en plus apparemment d'asymptomatiques, de gens qui sont peut-être, avec les incertitudes que David a relevées tout à l'heure, pas contagieuses. Donc, pour moi, il y a insuffisamment d'informations sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme positif. Oui. Alors, en même temps, ce que tu dis, Philippe... En même temps, ça s'appelait bien Emmanuel. Voilà. Macron. C'est quand même de se dire, effectivement, on est dans une situation sanitaire où, jour après jour, on découvre les choses. Et comme tu le dis, on est dans de telles incertitudes. L'incertitude, elle crée l'insécurité, elle crée la crainte, elle crée la peur. Et ça, c'est une des grandes difficultés de nos sociétés, et encore plus pour nos dirigeants qui ont de plus en plus envie d'assurer et d'ouvrir leur parapluie pour ne pas se sentir coupables ensuite de défaillance dans les décisions qu'ils ont prises. Donc, c'est une vraie difficulté. Nous ne sommes qu'au balbutiement de la connaissance de ce virus. David, et ensuite je repasse la parole à Marc pour sa confession. Oui, je voudrais juste apporter un petit correctif, une clarification que tu as fait où tu parlais sur le fait des cas positifs, on ne sait pas s'ils sont asymptomatiques ou tout ça. Quand même, le consensus scientifique qui a amené à ces décisions publiques, c'est de dire quand on teste et que le test est positif, c'est qu'on est dans la période où on sort de cette incubation silencieuse et non contagieuse et non testable. C'est-à-dire, quand on est contaminé, pendant plusieurs jours, en fait, on développe la maladie à l'intérieur, mais elle est indétectable. Et on n'est pas contagieux et on n'est pas malade. Et à un moment donné, quelques jours avant que des premiers symptômes arrivent, s'ils doivent arriver, on est positif, on peut être positif au test et on est contagieux. C'est quand même le consensus actuel. Ça veut dire que quand on est testé, il peut y avoir des cas particuliers, tout ça, bien sûr, mais dans la majorité des cas, quand on est testé, c'est qu'on est potentiellement contagieux. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur les faux positifs, etc. Et sur l'hypersensibilité des tests actuels. On parle des PCR... Oui, voilà, un truc dans le nez, quoi. C'est ça. Mais moi, je dirais une chose, c'est que David, peu importe qu'on ait le mauvais thermomètre ou le mauvais indicateur, si on utilise toujours le même, on peut voir les progressions. Allez, Marc. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Qui pouvait imaginer, en ce début d'année, que son existence serait bouleversée par un virus porteur encore de tant de mystères? À n'en pas douter, la Covid est la vedette de toute catégorie et à l'échelle mondiale de 2020. Le coronavirus a provoqué en quelques semaines un changement de mode de vie radical. Confinement imposé, puis port du masque généralisé, à l'échelle mondiale. Pour protéger la vie, suivant les recommandations d'une majorité de médecins et de scientifiques, la réduction des relations avec autrui, la fermeture des frontières, des écoles, des usines, des boutiques ont été nécessaires. Rues désertes, villes silencieuses, à se demander si la vie était encore là. Et aujourd'hui,
si l'animation de nos quartiers a repris, si nous sommes repartis à l'école, dans nos lieux de travail, c'est masqué et pour beaucoup habité par la crainte, l'incompréhension et parfois la colère. Après la fermeture de tous les lieux de vie pendant plus de 2 mois, ce sont nos visages qui se sont en partie fermés. Il fut un temps où le masque était interdit, aujourd'hui ne pas en avoir est réprimé. Le propre de l'homme est de penser son avenir, de se mobiliser pour mettre en œuvre des projets en cherchant à s'associer avec d'autres individus pour atteindre un objectif. Or, la peur devant les inconnus sanitaires rend la faculté de se projeter bien difficile. Comment programmer une fête familiale, un voyage, un projet d'entreprise quand le risque d'annuler tout l'emporte sur sa faisabilité? La vie doit-elle s'arrêter pour sauvegarder la vie? Mais quelle vie? Ce virus nous confronte à nos faiblesses, à un moment où l'idéologie dominante voudrait faire croire que bientôt l'homme pourrait dominer la nature, la souffrance et même la mort. Nous sommes invités, je le crois, à l'humilité et à l'exigence de partager la diversité de la création. Saurons-nous trouver dans la reconnaissance de nos faiblesses l'envie de nous ouvrir à l'autre, qu'il soit humain, animal, végétal, de lui tendre la main pour lui dire « J'ai besoin de toi pour grandir. J'ai besoin de toi pour qu'en associant nos talents, nous soyons capables d'avancer dans de nouveaux projets respectueux de la vie. » Osons repousser la tentation de la fermeture pour rouvrir les portes de la vie sociale. Merci Marc. Donc expression de la nouvelle maquette, puisque dorénavant l'animateur se repose un peu plus. Merci beaucoup Marc. Première réaction à la confession donc, de Marc. On y va, j'ai entendu le mot idéologie par exemple. Du coup j'aimerais bien qu'on rebondisse après sur ce terme dans la partie Jésus revient, parce que ça peut poser la question du rapport de l'être humain avec la souffrance, avec la mort, de sa finitude, de ses éventuelles limites, jusqu'où préserver la vie et d'arrêter du coup la vie qui va avec. Donc ça, moi je retiens, mais peut-être on en parlera plus dans la partie pour les croyants un peu plus tout à l'heure. D'autres réactions, David, apparemment? Moi, je suis toujours surpris, et je suis encore surpris par cette réaction, parce que tu l'avais déjà partagé à un autre moment, Marc, avec nous. C'est le fait de considérer que, voilà, donc il y a une sorte de dérive aujourd'hui sur voilà, une sorte de prétention de l'homme de maîtriser la nature. Et en même temps, alors que pendant tous ces mois où on a passé les émissions ensemble, on parlait du fait d'être quand même toujours attentif aux plus faibles et de ne jamais les négliger, et qui est quand même un enjeu aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le rouleau compresseur de notre économie, on aurait pu dire, et certains le disent, que 80 ans, c'est un âge pour mourir correct, c'est pas si grave, de toute façon, il serait mort de la grippe, et voilà. Donc il y a eu ces discours quand même, et je trouve que finalement, notre société a réagi en disant, même s'il y a quelques milliers de personnes qui sont un peu âgées, on n'accepte pas de les laisser crever sans réanimateur. Voilà. Ok. Ouais. Alors, juste un droit de réponse. Yes. Oui, juste quand même une réponse. La question de la faiblesse que j'ai mis dans mon petit papier me semble capitale. C'est la manière dont on répond à la reconnaissance de la faiblesse. Une des questions importantes que dans toutes nos familles nous avons vécues pratiquement, c'est la fermeture des EHPAD. C'est la coupure des relations. C'est l'impossibilité de pouvoir recréer un lien qui finalement a mis terriblement à mal beaucoup de personnes. Ma maman a 93 ans. Effectivement, pendant 3 mois, elle n'est pas sortie. Et elle nous raconte tous les effets que ça a produit sur elle. Toute la perte à son âge d'un certain nombre de facultés, de mémoire, de retrouver du lien social. Ce que je voulais dire là, j'entends ce que tu dis, et je crois que c'est une bonne chose, bien évidemment, de tenter d'être attentif aux faibles. Mais comment on y est attentif? Et derrière, c'est la question que je posais. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Sachant que de toute façon, nous sommes... Alors, quand je disais les progrès de la société, c'est avant tout l'idéologie transhumaniste qui voudrait faire que la mort n'existe plus. Mais la mort fait partie de notre vie.
Alors Marc, est-ce que ça veut dire que concrètement, par exemple, pour ta grand-mère de 93 ans, il aurait mieux Ma maman. Pardon. Ma grand-mère, elle aurait quand même beaucoup plus. Je suis nettement plus âgé. Tu fais tellement jeune, Marc. Est-ce que, alors tu me dis si jamais c'est choquant ce que je dis, mais j'essaie d'être concret pour l'audience qui nous regarde, qui nous écoute. Est-ce que elle-même et toi-même, peut-être vous auriez voulu qu'elle prenne plus le risque de sortir, de maintenir un niveau de relation, plutôt que d'être protégée à l'excès avec les conséquences négatives que tu La question que tu poses est la grande question et la terrible difficulté des choix à faire. Ouais. Je crois qu'elle-même était dans une volonté de se protéger pour maintenir sa vie et en même temps du manque que cette protection provoquait et des dégâts qu'il pouvait engendrer. D'accord, donc elle-même est peut-être C'est le paradoxe. Paradoxe, ok. D'accord. Anita, je t'avais promis, est-ce que tu étais dans les starting blocks? Oui, alors je complète d'ailleurs ma pensée tout à l'heure. C'est bien, j'aime bien quand tu as du temps comme ça pour compléter ta pensée. Deux choses, c'est-à-dire que dès que le confinement a été annoncé, j'ai moi immédiatement pensé à un certain nombre de conséquences négatives. J'ai pensé notamment à la violence conjugale, intrafamiliale et aux enfants. Bon, en me disant, là, le fait d'être confiné, enfermé... Ce qui s'est avéré d'ailleurs. Ce qui s'est avéré va déclencher des choses pas possibles. J'ai pensé également aux personnes qui étaient dans les EHPAD en me disant le mode de vie collectif, qui est une protection en temps habituel, va en fait devenir presque paralysant dans ces conditions de maladie. Et j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui sont particulièrement isolées socialement, ou qui sont en tendance de déprime et autres. Voilà. Donc je me suis dit, on va avoir des dégâts psychologiques, des dégâts sociaux, etc. Et en même temps, dans ce que j'entends, ce que tu as dit tout à l'heure, il y a à la fois l'ouverture, la fermeture, la vie. Et ce que j'ai vu, c'est la vie recréée à travers les visios, recréée à travers les applaudissements aux fenêtres, recréée à travers les expressions artistiques, les initiatives individuelles que l'on voyait fleurir soit sur YouTube, soit dans les réseaux sociaux. Donc je me dis, il y a cette capacité humaine qui est ressortie de dire, malgré l'enfermement, malgré la contrainte, malgré la peur, comment j'arrive à vivre et à recréer la raison de la relation sociale. Donc voilà, moi j'ai noté ces deux choses en même temps aussi fortes en fait. Bon. Moi, ça me plaît pas du tout, très concrètement. Ces nouvelles formes, j'entends, c'est positif, mais ça me plaît vraiment pas. Et le credo, protégeons-nous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, qui est presque un mantra, on se dirait dans des dictatures dignes de films d'anticipation. C'est comme ça que je le vis, en tout cas. Jusqu'où aller? Et en plus, mais ça c'est un autre sujet, je trouve que la société est un peu hypocrite parce qu'elle ne protège pas tout le monde à n'importe... Enfin voilà, donc je ne lance pas le sujet polémique de la décision de cet été par rapport au fœtus. Voilà, donc... mais il y a un mantra en ce moment, c'est la santé avant tout. La santé avant tout, la santé avant tout, et je partage assez bien la sensibilité, mais on pourra peut-être en reparler dans Jésus revient. Tout de suite, la question... à ne pas poser ce regard, j'adore. Je le mettrais peut-être 3 points. J'avais envie de raconter, mais peut-être qu'on n'en a pas le temps maintenant. Non. Ce qui est arrivé au cœur de mon lieu de travail, qui est la maison diocésaine, la fin de la semaine dernière. Et la peur qui, d'un seul coup, en quelques minutes, s'est répandue auprès de tout le personnel de la maison diocésaine, parce que 2 cas positifs ont été déclarés, que ce sont devenus des personnes contacts avec qui les autres ont été en contact. Et du coup, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on met? Alors là, on va faire un test. Ah oui, mais attention, quand est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as le nombre de jours suffisant pour pouvoir le faire? Tu fais un test, ils sont tous négatifs maintenant. Ah oui, mais est-ce que c'est sûr qu'ils soient négatifs? Peut-être prends-le demain, etc. Donc, pour moi, ça va dans ton sens, une forme d'aberration que nous sommes en train de vivre pour soi-disant lutter contre une maladie qui peut faire des ravages terribles. Et on a ouvert notre émission avec Bernard, pardon. Bernard, il a été à 2 doigts de la mort. Et ô combien, moi, ça m'a marqué. Donc on ne peut pas nier le risque qu'il y a derrière, mais jusqu'où ça doit enfreindre notre vie. C'est une vraie cochonnerie, c'est d'accord. Je me suis trompé de bouton. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! La question que je pose et que je me pose, faut-il rajouter à nos indicateurs, puisque c'est le thème du jour, la surmortalité sur l'année en cours. D'ailleurs, c'était
la question choisie par Marc lors du tour de table. Donc pourquoi je pose cette question ? Parce que, notamment sur les réseaux sociaux, c'est un indicateur qui fait office de ligne de fracture assez majeure entre ceux qui ne veulent pas nier ou renier la portée létale de la pandémie, et ceux qui disent, mais au fait, au bout du compte, est-ce qu'au final, il y a vraiment plus de morts ? Voilà. Rapide tour de table, votre réponse sur faut-il intégrer à quel risque cet indicateur, David ? Vous rappelez les règles, excuse-moi. Oui. Rapide tour, et ensuite on développe pendant quelques instants. Juste, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs planètes pour tester tous les scénarios. Parce qu'on ne sait pas combien de morts on a évité en faisant ce confinement brusque, qui a mis un coup d'arrêt, puisque en 15 jours, j'ai fait ces calculs-là, en 15 jours, on a bloqué cette pandémie qui se développait vraiment très rapidement et qui a fait, en moins de 15 jours, entre le moment du confinement, 15 jours plus tard, il y avait 4000 morts. Voilà. Okay. Et donc voilà, on a bloqué ça et on ne sait pas combien on en a évité. Donc bien sûr, on fait des discussions sur l'état actuel d'une société qui a réagi brusquement et qui a fait des sacrifices économiques gigantesques pour éviter une plus grande catastrophe. Okay. Donc on peut toujours gloser à l'infini de la situation actuelle, mais on ne sait pas si on n'avait rien fait, si on avait entendu et si on n'avait pas écouté ces messages d'alerte à un moment donné, si le gouvernement n'avait pas réagi, parce qu'il a réagi tardivement, mais il a réagi, qu'est-ce qui se serait passé ? Ok, du coup, je propose qu'on considère ceci comme étant un développement, et c'est très bien, David, parce que comme on est un peu en retard, et voilà. Anita. Le calcul de surmortalité, de toute façon, c'est prématuré, parce qu'il ne se fait que plusieurs mois après la fin d'une année, si on prend le repère d'une année civile, quand tous les chiffres ont été consolidés. Et autre élément, je ne rajouterai pas sur ce qu'on a évité, c'est qu'il y a aussi, du fait qu'on a eu des gestes barrières, un enfermement dans nos maisons et des masques, il y a d'autres maladies qui ont été évitées également. Les accidents de la route, par exemple, je pense qu'ils ont diminué. Des accidents de la route, mais je pense aussi à toute autre maladie contagieuse, la grippe ou les gastro-entérites, qui parfois peuvent être mortelles pour certaines personnes. Donc on a évité d'autres maladies. Oui, parce qu'il y a 10 000 morts par an de la grippe saisonnière, je crois, à peu près. Donc, je serais curieux de voir combien il y en a cette année, d'ailleurs. Curieux, forcément moins. On s'entend. Forcément moins, c'est sûr. Sans forcément moins. Ok. Anita, c'est bon ? Oui. Ok. Sur mortalité, là encore, comme toute réalité de chiffres, on peut en avoir des lectures très diverses et des analyses très différenciées. Oui, il y a eu indéniablement un nombre de morts relativement important. Et je dis relativement parce que si on le voit à travers l'histoire, la grippe des fins des années 60, un ravage en France, plus de 100 000 morts. Ne parlons pas de la grippe espagnole pas en un mois. Pas en un mois. En une année. Oui. En une année. Je ne pense pas qu'au terme de l'année que l'on va vivre là, on sera à hauteur de 100 000 morts. On est à peu près à 31 000. En France, on se sera protégé. Mais on se sera protégé. La grippe espagnole au lendemain, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, mais qui était aussi sur une population très fragilisée, etc. Donc, toujours très difficile de pouvoir avoir une lecture de ces critères-là et avec quel rapport on le fait. Est-ce que... c'est toujours la même chose. L'état d'esprit, tu veux dire ? Voilà, comment on prend en compte la mort ? Moi, je reviens toujours à cette même question. Et alors, moi, je me suis intéressé à cette question parce que, du coup, je surfe quand même pas mal sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis documenté sur la surmortalité. Et alors, en fait, depuis quelques temps, le site de l'INSEE est pas mal foutu. Donc, si vous allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez avoir la courbe et le nombre de morts. Et vous avez un site européen qui s'appelle euromomo.eu où vous avez l'équivalent pour l'ensemble des pays de l'Europe, et notamment la Suède, que je regarde avec attention. Alors bien sûr, quasiment tous les pays ont eu un pic au printemps dernier, évidemment. Mais à ce jour, en France, il n'y a pas de surmortalité, toutes causes confondues, d'après les chiffres INSEE, ou alors c'est 0, etc. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ça me conforte, parce que moi je suis plutôt du genre de ceux qui disent arrêtons de crier de trop au loup, c'est une véritable cochonnerie, on est bien d'accord, on a été touchés ici dans l'équipe. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on pourrait m'objecter beaucoup d'effets collatéraux qui peuvent aller dans les deux sens, du fait qu'on a appuyé brutalement sur le frein, par exemple, et du coup, ça m'a un peu calmé dans mes éventuelles velléités. Vous savez que je peux partir au combat des fois, vous avez remarqué. Voilà, donc c'était la question à ne pas poser, et on termine presque avec Jésus revient. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Voilà, je voulais le refaire. Il est beau ton klaxon. Merci, quand même, je l'ai cherché dans la cave. Non, ça se met sur un vélo. Il y a un peu de poussière quand tu... Mince. La poussière.
L'un des objectifs de l'émission, c'est que ceux ou celles qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont plus ou moins croyants sachent aussi comment se situer dans cette éventuelle bataille de chiffres. Est-ce qu'il y a des réflexes, des comportements, quelles que soient les positions qu'on peut être amené à défendre? Vous avez vu qu'il y a une certaine hétérogénéité aussi autour de la table, dans le studio. Est-ce qu'il y a des comportements, des caractéristiques, on va dire, tiens, il défend ses positions, mais on sent qu'il y a un état d'esprit peut-être où il y a quelque chose de l'ordre du chrétien, du croyant. Donc voilà, c'est un peu les quelques minutes là qui nous restent d'échanger sur est-ce qu'il y a une bonne façon d'être chrétien dans cette bataille éventuelle de chiffres autour de la Covid-19. Sacrée question. Moi, j'ai déjà quelques réponses, mais voilà, David. Alors, moi, il y a eu deux choses qui me sont venues à l'esprit. Alors, il y avait cette question, je ne vais pas y revenir de trop, sur la question de l'attention aux plus faibles, qui est quand même tout à l'heure. un marqueur important de notre identité, je pense, chrétienne, qui est que, voilà, on considère qu'il faut faire la place aux plus petits et les prendre en compte. Et j'ai l'impression, c'est ma façon toujours indécrotablement positive de voir les choses, que il y a quand même notre société a quand même est encore imprégné de cela et que ça a dirigé quand même, je pense, notre politique sanitaire. Ok. Et le deuxième point ? Le deuxième chose, c'est par rapport à la question de la peur, qui est une grande question parce que c'est très facile je trouve, d'utiliser le mot peur, angoisse, psychose, tout ça. On a utilisé des mots assez dévalorisants pour s'adresser aux personnes qui étaient inquiètes. Et je pense qu'il y a une différence entre l'inquiétude, la peur et l'angoisse et la crainte. Et c'est un mot biblique qui est souvent utilisé, de craindre, de ne pas craindre, Mais on peut, je pense, faire beaucoup d'analyses là-dessus, sur ce que signifie le mot craindre, signifie avoir peur et tout ça. Et je pense que la peur est bonne parce qu'on est équipé. Enfin, il y a une bonne façon d'avoir peur. C'est qu'on est émotion équipé, dont on est équipé de série. C'est ça, on est équipé pour avoir une réaction rapide et brusque devant un danger immédiat et visible. Ça, c'est la peur. Oui. L'angoisse, c'est quand on développe, ou l'anxiété, c'est quand on développe quelque chose devant une menace qui n'est pas complètement confirmée. Et c'est plus permanent. Qui n'est pas confirmée, voilà. Mais bien sûr, puisqu'on ne peut pas trouver une confirmation que le danger est encore là ou qu'il est parti. Voilà. Donc l'angoisse, ça, on sait très bien. La peur, on ne sait pas. Et moi, je reste sur cette idée-là, parce qu'elle est très belle, toujours. C'est le Christ qui répète sans arrêt, plusieurs fois comme ça, il dit « ne crains pas, ne crains pas ». Et « ne crains pas », ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir peur. Ok, intéressant. Merci beaucoup, David. Anita, eh bien, moi, qui bouge sur son siège. Ça va être insupportable. La communication non verbale est importante. Voilà, ça va être insupportable pour ceux qui nous écoutent et regardent. Je bouge tout le temps. Excusez-moi. Bien. Donc, en fait, moi, ça m'a renvoyé à l'Ancien Testament, et Anita. notamment à certaines parties où il y a des transmissions de lois et de règles par Dieu aux humains, et où il y a énormément de lois qui sont en lien avec la santé et la situation sanitaire du peuple. Le côté hygiène dans l'Ancien. Et ce qui est déterminant là-dedans, c'est qu'il y avait des mesures de prévention qui passaient soit par le lavage, soit par l'isolement des personnes pendant une durée déterminée. Et c'était du fait, les critères étaient examinés par la classe des prêtres ou des lévites, qui avaient un certain nombre de règles en la matière. Donc je pense que là-dessus, la Bible attire notre attention sur effectivement l'attention à la question de la santé, à la question de la contamination, à la protection individuelle ou collective, et au fait qu'il y a des règles. Et c'est quand même c'était une des missions, entre guillemets, des prêtres de ce moment-là, ce qui veut dire que je pense que ça nous ramène à la responsabilité collective d'un État, des dirigeants, et que je pense que c'est une des premières missions des dirigeants d'un peuple. Ça me renvoie à une autre question que je n'ouvrirai pas, qui est l'attitude de certains dirigeants en dehors de l'Europe et qui ont fait les choix peut-être de ne pas toujours penser à la protection de leurs concitoyens. Tu regardes vers les États-Unis, là ? Non. On dit qu'on n'ouvre pas la question. Et en plus, ce fameux dirigeant dont on ne dit pas le nom a dit quelque chose hier lorsqu'il est sorti de l'hôpital. Et si ça peut peut-être vous paraître choquant, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce qu'il a dit. Mais c'est peut-être une autre émission. Il faut quand même que tu nous lises, parce que là, tu nous laisses là. Ne le laissez pas contrôler votre vie. Ouais. J'ai entendu ça. Il a dit ça. Soyez prudents. Et il a dit sortez dans les rues, mais on ne va pas partir là-dessus. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis d'accord. On a l'art quand même de dire qu'on n'ouvre pas des portes et tous les quatre, on se bouscule pour l'ouvrir. Mais ça, c'est la responsabilité de l'animateur, non ? Oui, c'est vrai. Mince. Marc. Et moi, je retiendrai deux choses, mais toujours dans ce rapport à qu'est-ce qu'est la vie ? Qu'est-ce qu'est la vie ? Dans une habitude qu'on a prise
depuis 6 mois, c'est de ne plus embrasser l'autre. Pour moi, il était important, quand je me retrouvais en communauté vie chrétienne, par exemple, de pouvoir nous saluer en nous embrassant. C'était un signe, pour moi, de notre fraternité. Okay. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et dans la lecture de la Bible, bien sûr, je suis toujours frappé par le baiser aux lépreux. Celui qui est le plus craint par la zone de transmission que cela a. Et pourtant, je vais dépasser cette crainte. Je vais dépasser d'une certaine manière aussi les préceptes de la vie pour aller l'embrasser. Pour reconnaître que sa situation, elle m'amène plus qu'une compassion, une bienveillance, une attention, un amour derrière. Comment je le vis moi, aujourd'hui, et jusqu'où moi, je n'hésite pas à parler de peur, parce que je sens cette peur dans la société. Clairement. Je n'hésite pas à dire comment nous allons, et c'est le deuxième aspect, faire confiance, nous faire confiance, mais peut-être faire confiance dans l'Esprit de Dieu, pour dire il y a quelque chose de plus important. Jésus-Christ, dans son évangile, nous ramène tout le temps à qu'est-ce qu'est la vie. Et nous dit, mais me suivre, c'est le risque de la vie qui va jusqu'à la mort. Parce que la vie avec Dieu est d'une autre nature. C'est des choses qui m'interrogent. Mais est-ce que ça peut vouloir... Alors, vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais il y a certaines franges, notamment dans certains milieux évangéliques, qui, si je pousse le bouchon beaucoup plus loin que ce que tu as fait, Marc, qui sont à dire, en tant que chrétien, entre guillemets, on est protégé. Il peut y avoir des excès en disant, du coup, au-delà de la peur, j'embrasse mon frère, ma sœur, peut-être pas tout le monde, mais lors de certaines réunions. Parce que là, concrètement, on fait quoi avec ce que tu dis? C'est une interrogation? C'est pour moi une interrogation que j'invite à avoir pour chacun d'entre nous. Comment nous agissons dans cette... à nous embrasser demain pour aller au-delà de la peur. Et ça me permet juste de mettre une toute petite parenthèse dans les nombres et les chiffres. On a oublié de mettre les chiffres des clusters, c'est-à-dire de ces lieux de propagation à partir d'une personne contactée. Ça, c'est quelque chose d'important pour, là aussi, mesurer la vitalité, entre guillemets, du virus. Ok, très bien, merci beaucoup. Et je termine ce tour de table avant qu'on attaque la dernière séquence nouvelle de cette nouvelle maquette, c'est-à-dire synthèse chrono. Donc pendant que je parle, vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez dire, puisque chacun aura 30 secondes pour clôturer à sa manière l'émission avec un petit jingle. Ce que je m'étais noté, moi, sur cette partie plus croyant, c'est attention de prendre des positions, quelles qu'elles soient en tant que croyant, qui ne me décrédibilisent pas et qui ne décrédibilisent pas ma foi. Je suis assez sensible à ça. Donc d'avoir un avis éclairé et de pas tout de suite hurler à gauche ou à droite, de se renseigner un tout petit peu et en tout cas d'être de bonne foi, sans jeu de mots. Ça me semble hyper important, en particulier pour un croyant, d'être de bonne foi, qui peut-être peut se tromper, peut reconnaître. Je pense que moi-même, je me suis... tout à l'heure, j'ai dit que j'avais tendance sur la mortalité à surréagir. Je me suis un peu documenté, je me suis un petit peu calmé, même si ma position de fond et ma crainte de fond est restée. Mais voilà, je pense qu'en tant que croyant, faisons attention dans nos prises d'opposition, sur les réseaux sociaux, à l'écrit, à l'oral, pour ne pas décrédibiliser, peut-être, injustement peut-être, mais quand même, tiens, les croyants, ils pensent ça par rapport à la crise, ça ne m'étonne pas, les chrétiens. Donc, soyons informés, éclairés, de bonne foi, quelles que soient après les conclusions auxquelles on peut peut-être aboutir. Voilà. Et le dernier point, et ça peut être encore un sujet d'une autre émission, c'est les éventuels risques pour la liberté de culte. Puisqu'effectivement, tant que les lieux de culte ne sont pas discriminés en termes de règles par rapport aux autres bâtiments qui reçoivent du public, à la limite, moi je ne dis pas qu'il y a discrimination, mais ça commence à être un peu le cas. J'ai un exemple en Californie, j'ai un exemple au Canada, où les salles de culte ont des restrictions tout à fait spécifiques par rapport, et d'ailleurs il y a des actions en cours. Donc ça, c'est aussi une point de vigilance en tant que chrétien sur les conséquences, peut-être pas intentionnelles, sinon je serais complotiste, mais de ces nouvelles règles qui, du coup, bizarrement... Ouais, c'est peut-être en lien avec ce que tu as énoncé tout à l'heure, où il y a eu des discours qui étaient très dangereux, peut-être. Voilà, donc le problème, c'est que quand il y a des excès dans un endroit, forcément, ça agit sur toute la communauté. On passe à la dernière étape, ça tombe bien, parce qu'on est vraiment... 15 secondes par personne, normalement c'était 30, mais bon, voilà... Qui c'est qui veut démarrer? Donc, je rappelle la nouvelle séquence, c'est chacun termine avec 15 secondes. Voilà, Anita, tu me dis, c'est parti. Allez. Une abondance de chiffres dans lequel on aurait pu se noyer.
de la vulnérabilité que nous avons pu tous découvrir, des décideurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont eu peut-être tort, ils ont eu peut-être raison, et malgré tout, je trouve une vie sociale recréée. Énorme, super. Allez, merci Anita. C'est court, 15 secondes. Et bravo, et merci beaucoup pour votre tolérance. Je sais que là, je vous brusque un petit peu, j'en suis tout à fait conscient. Je prends la suite. Marc, moi, je retiendrai de notre éclairage de redémarrage la joie d'avoir dépassé les chiffres pour poser des questions un peu plus vastes sur le sens de ce virus pour notre société, mais aussi, pour moi, c'est ça qui est l'essentiel, ça nous renvoie à qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Presque aussi bon, bravo. Mais vous êtes trop fort, c'est pas possible. Moi, à mon avis, je vais faire péter les chiffres. David, est-ce que tu es prêt? Oui. Waouh, génial. C'est sûr il y a une distanciation sociale, on est coupé un peu des gens, et en même temps, j'ai un tel sentiment que collectivement, on essaye de faire un effort gigantesque sur nous-mêmes pour dépasser et être libérés dans quelques mois de cette situation. Il faut tenir, on est fatigué, on est épuisé de tout cela, mais j'aime bien cette idée que collectivement on tient. 21 secondes pour j'ai raté mon départ, vous avez pour David, et je clôture du coup moi-même l'émission. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir redémarré avec vous. Vous savez que j'ai tergiversé, on a hésité à reprendre, on a décalé d'un mois. Et très content effectivement d'avoir pu échanger avec vous dans un état d'esprit à la fois combatif, j'ai senti chez tout le monde, et en même temps très très apaisé. Donc merci beaucoup et bravo, et du coup à bientôt pour une prochaine émission Éclairage dans 15 jours. Allez, bye bye, ciao.